Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette nouvelle réunion de la Commission juridique et fiscale du CIAN. Donc aujourd'hui, nous allons parler de Maurice, et des opportunités qu'offre Maurice pour investir et travailler sur le continent africain. Et, en fait, je devrais dire que nous allons reparler de Maurice puisque nous avons déjà organisé une réunion il y a quelque temps lors de la principale réforme fiscale qui résultait d'une loi de finances de 2018, je crois. Nous avions à l'époque également organisé cette réunion avec le groupe Rogers, comme aujourd'hui. Bon, ces réunions pour les fidèles du CIAN, vous savez que nous organisons régulièrement donc des réunions sur le thème justement des hubs ou des plateformes qui peuvent servir à travailler ou à investir, à créer des plateformes d'investissement pour travailler sur les autres pays du continent. Donc c'est dans ce cadre que nous allons organiser des réunions, par exemple sur le Maroc et le Casablanca Finance City, également sur le nouveau centre financier du Rwanda. Et aujourd'hui, donc, nous allons nous mettre à jour sur les possibilités importantes qu'offre Maurice, qui est déjà très connu dans ce domaine. Donc, comme je disais, nous organisons cette réunion avec le groupe Rogers, et plus particulièrement avec Rogers Capital, qui est la société de services financiers du groupe Rogers, qui est un des principaux groupes mauriciens qui possède des activités dans différents domaines, notamment tourisme et immobilier. Et sans plus tarder, je vais présenter les intervenants par ordre d'intervention, en commençant par Vinay Gudai, donc qui travaille à l'Agence nationale pour le développement économique de Maurice, c'est-à-dire en anglais l'Economic Development Board, et qui, sous la tutelle du ministre des Finances et du Développement, est le point focal, c'est l'interface pour tous les investisseurs qui souhaitent travailler, entreprendre ou résider à Maurice. Il est en charge du secteur des services financiers, donc ils sont les sociétés qui conseillent et aident les entreprises à s'implanter, et également du centre d'excellence pour l'Afrique, puisque c'est une des particularités importantes, c'est que l'EDB se focalise particulièrement à une branche qui a une stratégie orientée vers le continent africain. Ensuite, Ryan Alas nous fera un exposé sur justement les principales règles d'investissement à Maurice. Ryan est à la tête de l'équipe de conseils fiscaux de Rogers Capital depuis plus de 3 ans. Il a exercé son activité de conseil sur le continent africain pour un grand cabinet d'audit. Il a travaillé également à la Financial Services Commission de Maurice, c'est-à-dire l'administration fiscale. Il est spécialisé en fiscalité internationale et en structuration des investissements, y compris les prix de transfert. Ensuite, nous aurons une intervention de Catherine de René, qui est directrice d'un cabinet d'avocats d'affaires mauricien, Legis Partners, et qui, étant de nationalité française, intervient en tant que conseil juridique et fiscal auprès des groupes et investisseurs français, plus spécifiquement, et ceci depuis 2002. Auparavant, elle travaillait comme juriste dans le domaine des contrats et projets internationaux au sein d'un grand groupe français. Elle est actuellement également vice-présidente de la Chambre de commerce et d'industrie France-Maurice, et elle occupe des sièges d'administrateurs indépendants auprès d'un certain nombre de sociétés mauriciennes cotées. Alors, tous les intervenants que je viens de citer sont actuellement à Port-Louis, et nous aurons également une intervention de Andrea Maritrana, qui est associé au cabinet IRE à Madagascar. Il a exercé, c'est un cabinet actuellement basé à Antananarivo. Il est expert comptable et conseil fiscal et financier, mais il a exercé pendant de nombreuses années
pour un grand cabinet d'audit sur le continent africain. Et donc, à ce titre, il connaît bien les problématiques de relations entre Maurice et les pays du continent africain. Et enfin, nous terminerons avec une intervention sur un sujet spécifique concernant les investissements immobiliers avec Christophe Piquet, qui, après avoir travaillé en France, notamment dans le groupe Safran, est installé à Maurice depuis 2020 et il est actuellement directeur commercial et marketing de Heritage Villa Valrich, qui est le groupe immobilier intégré depuis 2020 au groupe Rogers. Voici pour la présentation des intervenants et sans plus tarder, donc je vais demander à Vinay de nous parler, de nous présenter d'une façon un peu générale le panorama des principaux atouts de Maurice comme base d'investissement et puis surtout les éléments de stratégie de Maurice pour développer son rôle dans les investissements en Afrique. Merci Jean-Jacques. Vous m'entendez? Voilà, on vous entend bien. Très bien, merci. Merci. Bonjour tout le monde. Donc, c'est un plaisir de représenter le ADB et aussi présenter Maurice. Les atouts de Maurice, pour commencer, bien sûr, je voudrais juste en 2 minutes te présenter que Maurice, 54 ans, 55 ans d'indépendance, durant ces 5 décennies, Maurice a pu se réinventer chaque décennie. Si vous allez voir, dans les années 60-70, c'était principalement économie primaire avec tout ce qui est agro-industrie, donc la canne à sucre principalement qui représentait 75% du PIB mauricien. Et ensuite, dans les années 70, c'était l'industrialisation de l'île Maurice avec tout ce qui est le textile et tout qui est venu développer l'économie mauricienne avec 2 piliers maintenant, la canne à sucre et le textile. Dans les années 80, c'était l'hospitalité, donc le tourisme, entre autres. Et dans les années 90, c'était les services financiers qui ont été mis en avant avec le MOBA, Mauritius Offshore Business Act, qui a été introduit en 92. Et dans les années 2000, c'était le TIC, donc tout ce qui est ICT, IT, technologie informatique et tout. Et ensuite, récemment, c'était d'aller plus au-delà, de redynamiser toutes ces industries avec tout ce qui est la modernization, donc tout ce qui est Artificial Intelligence Industry 4.0 et tout. Donc, on fait maintenant du technical textile à Maurice, on fait medical devices à Maurice. Donc, pourquoi j'ai commencé par ça? Pour montrer que Maurice a su se réinventer chaque décennie pour être relevant dans le global market. Donc, c'est cet atout que Maurice présente, au fait, qui donne cette, comment dire, cette substance, cette valeur que les investisseurs cherchent pour qu'ils puissent croire dans la destination. Parce que demain, si vous venez à Maurice installer n'importe quel développement, n'importe dans quelle industrie, vous savez qu'avec le savoir-faire mauricien, avec la flexibilité, avec quoi les institutions gouvernementales, les institutions privées travaillent de concert afin qu'on puisse dynamiser et développer des nouveaux créneaux à Maurice. Et c'est ça l'importance de Maurice qui rend Maurice attirant aux investisseurs pour utiliser Maurice comme tremplin pour pas uniquement l'Afrique, mais aussi pour l'Asie. Donc, ça, c'est en première partie. Deuxième partie, c'est côté Afrique. Donc, les atouts de Maurice aussi, c'est sa stabilité politique, sa stabilité financière, économique. Juste pour vous donner une idée, la ratio comment dire, banking asset au PIB de Maurice, c'est 430%. Donc, qui montre déjà comment c'est solide tout ce qui est le côté financier à Maurice. L'année dernière, les banques ont eu un return on equity qui était dans les environs de 20% plus, et donc qui est très fort parce que la moyenne mondiale ne dépasse pas les 5 ou 6%. Et donc, tout ça montre que Maurice a un certain, comment dire, pas uniquement substance, mais aussi cette force d'avoir des institutions financières qui sont très solides, qui génèrent beaucoup de profitabilité aussi, mais aussi si vous regardez dans tout ce qui est les indices internationaux tels que le Ease of Doing Business de la Banque mondiale, Democracy Index et autres, vous allez voir que Maurice est premier en Afrique, que ce soit Good Governance pour l'Afrique, Maurice est premier. Si vous regardez aussi Best Place to Work from Home, d'après Kayak pendant le Covid, Maurice était 4e au monde. Donc, tout ça sont comment dire, des indices qui encouragent les investisseurs à regarder vers Maurice
parce que éventuellement, c'est le pays qui est fibré à 100%. Donc, on a tout ce qui est high-speed broadband Internet accessible à tous les Mauriciens à Maurice. Tout ça sont des raisons qui encouragent les investisseurs, les wealth managers, les fund managers et toutes les entreprises d'Asie ou d'Europe ou même d'Amérique maintenant qui veulent investir en Afrique de regarder vers Maurice avec son centre financier qui est whitelisted d'après le Financial Action Task Force, l'OECD et tout. Et on est maintenant la sixième juridiction mondiale qui a 40 sur 40 sur tous les requirements de le Financial Action Task Force. Donc, c'est une juridiction qui a tous ses mérites, qui est reconnue mondialement pour adhérer à tous les requirements pour qu'on puisse lutter dans tout ce qui est anti-money laundering and counter-fraud terrorism financing et tout. Donc, pour ces raisons-là, les investisseurs de différents pays, quand ils veulent rentrer en Afrique, ils veulent mitiger le risque, ils veulent avoir une jurisdiction où ils savent si l'argent rentre, parce qu'il n'y a pas de exchange control aussi à Maurice, de foreign exchange control. Donc, en ce sens, vous pouvez avoir votre treasury à Maurice ou votre regional headquarters à Maurice, et de Maurice, vous pourrez gérer vos différents intérêts en Afrique. Et avec nos IPPAs, donc qui sont des Investment Promotion and Protection Agreement et des Double Taxation Avoidance Agreement avec différents pays africains, donc certainement vous avez un plus-value et vous avez aussi beaucoup plus de risk mitigation avec les pays africains. Donc, ça sont quelques raisons qui expliquent pourquoi Maurice aujourd'hui est considéré comme un des centres financiers les plus propices pour être utilisé afin que vous pouvez diriger vos investissements ou aussi, comment dire, consolider vos intérêts sur le continent africain. Voilà. Bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce que et vous confirmez qu'il y a bien une stratégie particulière hein, concernant les activités mauriciennes et sur le continent africain, puisqu'il y a il y a un département, hein, donc une politique particulière dans ce sens. Oui, certainement, Jean-Jacques. Merci de me rappeler ça. Donc, certainement, le Africa Center of Excellence de EDB, c'est de mettre en place un réseau à travers tous les continents. Donc, nos réseaux, c'est quoi? Ce sont des agences de promotion d'investissement du continent. Donc, on a 32 MOU avec des pays tels que la Côte d'Ivoire, tels que le Maroc aussi, le Kenya, 32 pays africains. Et on travaille de concert avec les agences de promotion d'investissement de tous ces pays afin qu'on puisse les aider, les guider à mettre en place des pratiques, des best practices pour rendre leurs investissements beaucoup plus attrayants, beaucoup plus attirants pour les investisseurs étrangers. Donc, on a ce Africa Center of Excellence, on reçoit régulièrement je pourrais dire 5 à 6 agences de promotion d'investissement tous les années. On fait le training à Maurice, les ressources viennent et on donne du training, on le montre comment nous, à Maurice, on développe des nouveaux créneaux, comment on prépare des stratégies de promotion des secteurs, différents secteurs d'économie. Donc, on partage ce savoir-faire mauricien avec nos confrères africains et à travers ça, on arrive à gérer générer une certaine équité avec les Africains. Par exemple, si demain il y a une entreprise française qui utilise le centre financier mauricien pour entrer dans le pays africain, et forcément, à travers le Africa Center Excellence, on a aidé les ressources de l'agence de promotion d'investissement de ce pays à se développer, et ça rend beaucoup plus facile à guider l'entreprise à mettre en place ses intérêts dans le pays, le pays hôte en Afrique. Entendu, merci beaucoup. Euh, donc maintenant, je voudrais passer la parole à Ryan hein, pour entrer dans des considérations un peu plus pratiques et techniques, notamment concernant les régimes fiscaux qui s'appliquent aux différents types d'entreprises ou d'implantations à Maurice. Hein. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a eu une réforme importante en 2018-2019. Quelle est la situation aujourd'hui hein, et quelles sont les évolutions depuis 5 ans et les évolutions peut-être à venir hein. Ryan, si vous pouvez nous faire part de votre expertise sur ces sujets. Bien sûr, hein. En fait, comme vous l'avez souligné, depuis 2019, il y a eu une réforme du secteur des services financiers à Maurice
qui a été mise en place, mettant fin au concept de ring fencing entre le secteur du global business et le secteur domestique. Cette évolution est conforme aux recommandations de l'OCDE et de l'Union européenne, et ainsi qu'aux meilleures pratiques internationales. Désormais, les entreprises sont soumises à un taux d'imposition de 15%, qu'ils soient des global business ou des sociétés domestiques. Toutefois, les entreprises impliquées dans l'exportation de biens ou dans le commerce international sont soumises à un taux d'imposition de 3%. Et d'ailleurs, il vient d'avoir une décision de notre tax appeal tribunal récemment où même l'exportation des systèmes d'exploitation, c'est considéré comme des produits. Ça peut être soumis à un taux de 3% si les conditions sont remplies, les conditions de la loi sont remplies. Des exemptions fiscales sont aussi accordées à des licences spécifiques telles que les Regional Headquarters, les Captive Insurance Companies et les entreprises de e-commerce, ce que l'IDB appelle le e-commerce scheme. Mais ces exemptions sont maintenant soumises à des exigences strictes en matière de substance pour garantir un alignement entre le lieu où les bénéfices sont générés et le lieu où les revenus sont déclarés. Des incitations fiscales sont disponibles aussi pour certains types de revenus et certains types de licences. Et bien sûr, il n'y a pas de différence entre le global business et le domestique. Les dividendes locaux sont exemptés à Maurice, mais 80% des dividendes étrangers peuvent également être exonérés d'impôts. Bien que dans la plupart des cas, les dividendes étrangers ne sont pas techniquement soumis à l'impôt, effectivement soumis à l'impôt à Maurice, puisqu'il y a ce qu'on appelle le underlying tax, je ne sais pas si en français on appelle ça l'impôt sous-jacent, l'underlying tax et le tax bearing, l'impôt épargnant, dans d'autres pays en tant que crédit étranger. Ce qui veut dire que normalement, si on reçoit des dividendes, si une société reçoit des dividendes de l'étranger, l'imposition va être dans le majeure partie des cas zéro. Les intérêts, dans certains cas, peuvent être éligibles à une exonération partielle de 80%, tout comme les détenteurs de licences spécifiques, tels que les conseillers en investissement, les gestionnaires de fonds d'investissement collectifs et d'autres activités spécifiques. La seule différence désormais du point de vue fiscal entre une société global business et une société domestique se trouve dans le fait que les GBL ne sont pas soumis à ce qu'on appelle le Corporate Social Responsibility, parce que ce qui s'explique parce qu'ils ne sont pas vraiment à Maurice, la plupart de leurs revenus n'est pas généré principalement à Maurice. Ils n'utilisent pas vraiment nos ressources pour produire la plupart de leurs revenus. Et c'est un petit peu l'évolution du système fiscal à Maurice. Maintenant, il y a aussi, comme on a soulevé plus tôt, il y a les accords de double imposition. En novembre 2023, Maurice avait signé déjà 17 accords de non-double imposition avec des pays africains. Ces accords avaient pour objectif de prévenir la double imposition des revenus et faciliter les échanges commerciaux entre Maurice et les pays africains. Parmi les pays africains avec lesquels Maurice a conclu ses conventions fiscales, on peut citer entre autres Madagascar, le Mozambique, le Botswana, le Zimbabwe, l'Ouganda, le Rwanda, la Tunisie, etc. Il y a d'autres pays encore. Il y a aussi des accords qui sont en train d'être négociés avec le Sénégal et la Zambie, par exemple, et le Kenya qui est déjà signé, et le Gabon aussi, qui n'est pas encore en vigueur. Et là, une chose importante, quand mon expérience en Afrique francophone, on a tendance à penser que l'accord de non-double imposition est surtout important pour réduire le retenue à la source, l'établissement stable, etc. Mais je crois que c'est encore plus important dans les pays francophones parce que dans beaucoup de ces pays-là, le Code général des impôts prévoit une limite dans la déduction des frais d'assistance technique qui peuvent être payés à des tiers. Et non seulement les particuliers, mais aussi à n'importe quel tiers. Quand il y a un accord de non-double imposition, cette limite, normalement, ne s'applique pas.
à cause de la clause de non-discrimination dans les traités fiscaux, ben c'est quelque chose qu'il faut retenir, que on a tendance à penser seulement au retenu à la source, même si le retenu à la source est peut-être le même, mais on peut bénéficier à travers cette j'appellerais pas ça un prix de transfert parce que ça s'applique aussi pour les sociétés non liées. C'est une limite de la déduction des frais d'assistance technique. Bien. Est-ce que, pour revenir sur les conventions fiscales, je ne sais pas si peut-être vous pouvez répondre. Et évidemment, ce qui concerne beaucoup les membres du CIAN, c'est surtout les pays d'Afrique de l'Ouest au sens large. Euh, je sais par exemple que le Sénégal avait une convention qui a été résiliée, mais qu'une nouvelle convention est en cours de négociation et qu'il y avait également une convention en cours de discussion avec la Côte d'Ivoire. Je ne sais pas si vous avez des informations sur l'état d'avancement de ces discussions. Oui, je peux confirmer, celui de la Côte d'Ivoire a été ratifié et Maurice a été notifié de sa ratification. Voilà, ça c'est une nouvelle très importante, parce que Côte d'Ivoire, comme vous le savez, c'est un pays, euh, c'est le pays qui a une économie très importante en Afrique de l'Ouest, où il y a beaucoup d'investissements étrangers et d'investissements français en particulier. Ouais. Et ensuite, j'ai vu aussi que le Maroc, le Gabon et le Maroc étaient en cours de ratification. Je ne sais pas si ça avance en ce moment. Au fait, concernant le Gabon, je sais que c'était supposé passer à l'Assemblée nationale l'année Ouais, dernière, la ouais, mais, ratification, mais il y a eu les événements que l'on sait au ouais, Gabon, qui a peut-être retardé le processus, mais je pense que d'après mes sources au Gabon, c'est quelque chose qui ne saurait tarder. Et il faut souligner aussi qu'on a un traité avec le Congo qui est très utilisé. ouais, Euh, ouais. ouais. Oui, bien sûr. Et maintenant, Ariane, est-ce que vous pouvez nous parler aussi de la fiscalité qui s'applique aux salariés, hein, y compris, je crois, les récentes modifications qui ont été apportées par la dernière loi de finances? Ouais, au fait, il y a eu un système de réforme. Il y a eu une réforme dans le budget 2023-2024 qui a été, qui est passé dans la loi de finances 2023-2024. À Maurice, notre système fiscal, l'année fiscale, c'est 1er juillet au 30 juin. Alors, notre loi de finances, c'est toujours 2023, 2024, 2024, 2025, etc. La loi de finances a restructuré notre système fiscal en introduisant un système fiscal plus progressif en accord avec notre ambition d'une répartition plus équitable du fardeau fiscal. Ces changements prévus avaient pour objectif de réduire les impôts pour l'ensemble des contribuables. Cette mesure visait non seulement à alléger la charge fiscale, mais également à potentiellement stimuler la croissance économique en augmentant le revenu disponible pour les individus et les entreprises, encourageant ainsi une hausse des dépenses de consommation et dynamisant les activités économiques. Auparavant, un taux d'imposition marginal de 40% a été appliqué aux individus gagnant entre 3 et 5 millions d'euros. C'est ce qui était compréhensible étant donné la crise du COVID que le gouvernement devait faire face. Ça freinait ainsi l'attrait de Maurice pour les hauts revenus et limiter notre capacité à attirer les talents étrangers et retenir les talents mauriciens, impactant ainsi notre potentiel de croissance économique. Les modifications apportées visent à promouvoir l'équité tout en stimulant l'investissement et l'innovation, favorisant ainsi une économie robuste et durable pour Maurice. De plus, ces réformes ont été instaurées pour attirer les talents étrangers et retenir les talents mauriciens hautement qualifiés, en limitant désormais le taux d'imposition maximum à 20% pour les hauts revenus. Cette transition vers un régime fiscal plus attrayant vise à offrir des incitations fiscales compétitives pour encourager leur présence à Maurice. Ces réformes progressistes ont été conçues avec 10 tranches d'imposition allant de 0 à 20%, 0, 2, 4, 6, etc., renforçant l'attrait pour les hauts revenus. Elles ont pour objectif de stimuler l'économie
attirer l'investissement et favoriser l'innovation, renforçant ainsi l'économie mauricienne. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la tranche supérieure en euros? Quelle est la La tranche à partir de laquelle on applique le taux maximum de 20%? Ça va être à peu près 50 000 $. 50 000 euros à peu près. Ouais. C'est 50 000 euros par an. Ouais. C'est bas. Oui, mais le taux est bas aussi, donc Oui, oui. on s'y retrouve. Et- Non, mais 20%, c'est quand même pas. ah ben pour Ouais, nous, c'est vrai. c'est plutôt faible, oui, oui, c'est plutôt faible. Oui, Ouais, c'est ça. oui. Ouais. Bien. Écoutez, merci beaucoup. Et maintenant, je voudrais demander à Catherine de René de nous parler un petit peu de l'environnement juridique hein, des sociétés à Maurice, y compris la possibilité d'employer des expatriés. Euh, donc, si vous pouvez nous faire une petite présentation de cet environnement, vous avez la parole. D'accord, ben, je vous en remercie. Donc, par rapport à ce qui concerne un peu l'aspect plutôt droit des sociétés et ensuite autorisation des étrangers à venir travailler à Maurice, donc c'est vrai qu'il y a une réglementation. Alors, je vais commencer par le panorama droit des sociétés. C'est vrai que Maurice étant de droit français et de droit anglais, on a un large panel en fait de formes de sociétés qui peuvent être créées sur Maurice. L'avantage, c'est qu'on a à la fois le code civil et ça va permettre des créations de sociétés civiles qui peuvent être souvent utilisées lorsqu'on veut justement structurer, par exemple, un patrimoine ou un achat immobilier. C'est une première forme de structure possible et qui est exactement calquée sur le droit français, donc très facile d'accès et de compréhension pour un investisseur français. On a aussi le code du commerce, je pense, qui est beaucoup moins pratiqué, mais on pourrait même faire une société en commandite simple si on le voulait en droit mauricien, c'est possible. Et ensuite, tout ce qui va concerner l'aspect droit des sociétés commerciales. Donc là, on passe plutôt en droit d'origine et d'inspiration anglais. Donc l'avantage étant qu'en Angleterre et dans ce droit-là, on a quand même un droit là qui est très flexible, plus souple, je dirais, si je le compare par rapport au système de droit français. On a deux grandes formes de sociétés, de formes de sociales qui sont possibles dans ce cas-là, ce qu'on appelle la compagnie privée ou la compagnie publique. La compagnie privée, c'est l'outil le plus utilisé communément à Maurice quand on veut faire une activité commerciale. Simplement, pourquoi elle est privée? C'est qu'en fait, c'est le nombre d'actionnaires qui est inférieur à 50. C'est tout. Et ensuite, on a une forme et un système assez facile, souple. Les conseils d'administration peuvent se tenir sur papier, les assemblées générales se tiennent sur le papier, tout se fait par résolution écrite. Un système de droit qui va faire également qu'un investisseur qui arrive n'a pas un minimum de capital social qui lui est demandé. Il n'a pas à libérer non plus un minimum de capital social. Donc, beaucoup de fonds peuvent rentrer simplement en compte courant et on peut faire une société avec peut-être simplement 10 000 roupies de capital social. Un seul actionnaire, un seul directeur. À minima, il faut qu'il soit simplement résident à Maurice. Et je dirais une rapidité d'enregistrement et d'immatriculation. On a un registre du commerce ici à Maurice qui peut pratiquement enregistrer une société en 24 heures si tous les documents sont fournis, téléchargés en ligne, le système est efficace et le lendemain on reçoit son certificat d'immatriculation. Au préalable, bien sûr, maintenant, il y aura des obligations de due diligence qui devront être respectées, puisqu'on a quand même une réglementation sur tout ce qui est lutte contre le blanchiment d'argent, qui devront faire qu'il y aura une documentation assez importante à fournir. Mais je pense que maintenant, c'est quelque chose de général. Et dans beaucoup de juridictions, c'est un principe à respecter. Donc, on a également dans ce format de droit anglais, on peut aussi, par exemple, avoir des outils tels que des trusts, éventuellement, qui servent aussi beaucoup à structurer du patrimoine ou à faire de la transmission de patrimoine. Donc là, également d'inspiration de droit anglais. Une loi qui concerne, par exemple, aussi les fondations. Et ensuite, des lois spécifiques qui viennent, elles, beaucoup plus, je dirais, aider à la formation, par exemple, pour tout ce qui va être les fonds d'investissement avec voilà, des outils beaucoup plus sophistiqués dans leur approche. Je peux citer par exemple les Protected Cell Company, les Variable Capital Company qui sont assez récentes depuis l'année dernière,
Donc voilà, tout un arsenal d'outils, d'instruments, de véhicules possibles à Maurice, avec tout cet avantage que l'on ait à la fois en droit français, en droit anglais, et du coup, ça offre une belle panoplie, en fait, je dirais, selon la typologie des investisseurs. Merci Voilà. beaucoup. Alors, en liaison avec ce que nous disions sur les licences à obtenir, bon, je comprends que le régime ancien des Global License n'existe plus réellement, euh, mais pour Il un n'existe investisseur étranger, il y a toujours une licence à demander, hein. Alors, pas toujours. En fait, il faut bien distinguer qu'on a toujours deux secteurs. Le secteur dit des sociétés domestiques, le secteur dit des sociétés global business. La Ah, grosse différence, c'est si vous êtes un actionnaire étranger, vous venez investir, enfin créer votre structure à Maurice, mais pour finalement une activité extraterritoriale. Dans ce cas-là, vous êtes obligé de rentrer dans le système des global business et de demander une licence Global Business Company. Vous êtes un investisseur qui venez vous implanter à Maurice, développer du business à Maurice, comme de nombreux groupes français qui sont présents ici. L'activité est locale domestique et dans ce cas-là, on n'est pas obligé d'aller, bien entendu, chercher une licence dans le Global Business Sector. Ce sont voilà, c'est deux secteurs qui coexistent. Et la grosse différence, c'est la nature, l'identité étrangère de l'actionnaire et l'activité à prédominance extraterritoriale qui feront faire la différence. voilà, c'est-à-dire que si je crée une holding pour participer à des entreprises hors de Maurice, ou si je Exact. crée une société de commerce international taxée à 3%, comme on l'a vu, ou même une société qui rend des services à l'étranger, je dois demander une licence de Global Business. Tout à fait. Donc, Voilà. c'est fréquent d'avoir effectivement la holding basée à Maurice parce que justement, on bénéficie d'un droit et d'une fiscalité qui sont quand même très souples et il y a vraiment cette notion de easy, de doing business easily. Et donc, là, une holding à Maurice, typiquement pour aller effectivement avoir des filiales opérationnelles qui peuvent être, elles, basées dans la zone océan Indien ou sur les territoires africains et bénéficier ainsi du réseau des traités de non-double imposition. Voilà, avec le développement des conventions fiscales euh, et, et, et l'obtention de la licence, c'est peut-être Vinay qui pourrait nous répondre là-dessus. Est-ce que c'est d'abord, est-ce qu'il y a des conditions particulières ou est-ce que c'est des conditions purement techniques? C'est purement technique, certainement. Il faudra. Le KYC est assez rigoureux à cause de tout ce qui est du blanchiment et financement du terrorisme et tout. Il faut respecter les critères de Financial Action Task Force. Donc, le KYC est le plus long, le plus assidu de tout l'exercice. Sinon, il faut respecter les critères d'avoir un compliance officer, un legal officer. Entre autres, c'est tout. Il n'y a pas trop de demandes. C'est pas trop rigide comme demande. Le seul souci, c'est souvent il y a des trusts ou comment dire, des groupes avec multiples personnes qui sont listées. Et là, de faire les KYC d'une douzaine de personnes, ça peut prendre un peu de temps. D'accord. Et en combien de temps, une fois qu'on a rempli tous les questionnaires de KYC, en combien de temps est-ce qu'on obtient la Écoute, licence? je donnerai plus ou moins un mois en average. Certaines entreprises auront leur licence dans 3 semaines ou 4 semaines. Et si le KYC devient rigoureux et un petit peu difficile, il demande des explications, ça peut aller 2 mois, 3 mois, mais pas plus que ça. D'accord. Mais il n'y a aucun critère sur le montant des investissements qui est demandé. Non, non, pas du tout. Ça c'est secondaire. Le plus principal, comme je vous ai dit, c'est tout ce qui est KYC, Know Your Investor, c'est qui est le plus important parce que la transparence, la diligence, de faire de sorte que les personnes ne sont pas listées dans des transactions douteuses dans d'autres pays. D'accord. Et alors, un élément qu'il faut prendre en compte sur le plan juridique comme sur le plan fiscal, c'est maintenant la nécessité d'avoir une certaine substance à Maurice pour que les conventions fiscales puissent s'appliquer normalement, que la société soit pas considérée comme une société totalement vide.
Donc là, je ne sais pas qui peut nous répondre là-dessus sur les exigences de substance qui se traduisent et comment ça se traduit dans le cadre de la gouvernance des sociétés. Quels impératifs sont demandés sur la gouvernance des sociétés. En fait, comme j'ai dit là avant, c'est important que les revenus déclarés dans un pays sont générés dans le pays ou à partir du pays. Et Maurice, avec la réforme qui a lieu en 2019, c'est surtout pour s'assurer que ce qu'on appelle les Global Business Companies, parce que les sociétés domestiques, ils vont avoir la substance à Maurice, c'est s'assurer qu'ils ont la substance à Maurice. Et par exemple, pour les traités fiscaux, ce n'est pas n'importe quelle compagnie qui est incorporée à Maurice qui peuvent bénéficier de notre traité. On donne ce qu'on appelle un tax resident certificate à des sociétés, mais il y a des conditions spécifiques pour pouvoir obtenir ce tax resident certificate. Par exemple, il faut avoir 2 directeurs mauriciens. Il faut que ces directeurs participent aux décisions du board, le conseil d'administration. Il faut que les comptes soient audités à Maurice. Il faut que les comptes sont gardés à Maurice aussi. Et ça, c'est pour s'assurer que la compagnie soit vraiment résident à Maurice et que les sociétés qui bénéficient ici de notre traité fiscaux sont réellement résidents à Maurice et ne sont pas résidents dans d'autres pays. Et puis, il y a aussi les avantages qu'on donne. Les exonérations partielles de 80% par exemple, on ne bénéficie pas automatiquement de ces exonérations partielles. Il y a des critères spécifiques pour chaque type de revenus ou de licence. Il y a des critères spécifiques à respecter. Ouais. Par exemple, un fonds d'investissement, il y a des décisions qui doivent être prises à Maurice. Il faut avoir dans certains cas des personnels à Maurice. C'est pas nécessairement que la société a des personnels à son propre compte. Il peut même, avoir un management company, une société fiduciaire qui le fait à sa place. Ça peut être un outsource, mais seulement il faut que ce soit fait à Maurice. Même s'il ne le fait pas lui, si c'est outsource, le outsourcing doit être fait à Maurice. Alors, il y a des conditions très strictes. Il y a même des sociétés domestiques qui ne peuvent pas bénéficier de ces exonérations partielles parce qu'ils ne remplissent pas les critères en termes d'emploi ou de minimum des dépenses, etc. Ouais. Il y a des critères de minimum, des dépenses minimum. Les critères, c'est listé sur le site du FSI. Si vous regardez, donc, je crois que c'est 5 millions de roupies en average, le minimum coût d'opération annuellement qu'il faudra présenter et auditer tous les années. D'accord, merci. Et quand on parle de 2 administrateurs, c'est pas forcément de nationalité mauricienne, c'est des administrateurs qui résident à Maurice, c'est ça, hein? Exactement, exactement. Ils doivent être résidents à Maurice. C'est pas nécessairement citoyen mauricien. Voilà, et là, ça me conduit à la question suivante pour Catherine, qui est la possibilité pour les expatriés de s'installer facilement sur le territoire. Tout à fait. Donc, c'est vrai qu'il y a une assez grande et importante, je dirais, population d'expatriés qui vit à Maurice et je crois qu'il est très contente d'y vivre de manière régulière. Le pays est très attrayant, ça c'est très clair. Donc, en fait, il y a plusieurs catégories de permis en fait, de travail qui sont prévues et qui sont justement délivrés par le DB. Donc, je vais en citer 3. Il y en a 2 principaux qui peuvent être intéressants par rapport à l'auditoire. Donc, un occupation permit, c'est-à-dire un permis de travail déjà pour les investisseurs eux-mêmes, un occupation permit pour les salariés qui vont venir travailler, par exemple, dans un groupe qui est venu implanter sa filiale sur Maurice, et ensuite le permis de travail pour un travailleur indépendant, self-employed. Donc, celui-là, je le mets un petit peu de côté. Mais pour ce qui concerne les 2 types de permis, les 2 premiers, donc le permis d'investisseur, en fait,
rapidement les critères qu'il faut remplir pour faire et obtenir ce permis. C'est déjà, si je suis investisseur, je viens à Maurice, on va me demander d'investir un minimum de l'équivalent de 50 000 $, donc on est pratiquement à 50 000 € aujourd'hui, d'investissement. Donc ça veut dire création d'une société au préalable. Ensuite, les fonds sont apportés dans le compte bancaire de cette société, mais comme je l'ai dit précédemment, on n'est pas obligé de tout libérer en capital social, on peut simplement mettre ça en compte courant. Et deuxième critère également pour ce permis, ensuite, c'est que la société elle-même aura grosso modo un chiffre d'affaires annuel moyen à atteindre de l'équivalent de 4 millions de roupies, à peu près 80 000 € annuels, ou 12 millions sur 3 ans cumulés. Donc, deux critères qui vont faire que l'investisseur, que ce soit un groupe, un investisseur privé, vient à Maurice, ou depuis la France, par exemple, va faire ses démarches ici, donner toute la documentation qui sera demandée. On fait un dépôt en ligne, encore une fois. On demande un accord de principe. Quand l'accord de principe de l'EDB est délivré, ça permet à l'investisseur de venir. Donc, il n'est pas obligé de venir avant. Et quand on a l'accord de principe, on peut lancer l'immatriculation de la société, venir sur le territoire, finaliser les derniers documents, produire les originaux et aller entre 1 à 2 mois, fournir un business plan. Ça, c'est quand même un document très important qui donne de la visibilité à l'EDB pour bien analyser le dossier et s'assurer quand même du sérieux, hein, bien entendu, de la personne qui vient et qui veut venir s'implanter sur Maurice. Et en général, voilà, après un maximum de mois, le permis est délivré par les officiers de l'EDB. Deuxième type de permis, là, c'est quand vous êtes un groupe français, vous voulez créer votre filiale sur Maurice et vous voulez envoyer votre directeur général, votre directeur financier, commercial ou autre. Donc là, on s'adresse plus à une catégorie de cadres salariés. Donc, dans ce cas-là, on demande un permis en tant que salarié, professional. Et le seul critère requis, en revanche, qui a été diminué, c'est le niveau de salaire de rémunération qui est aujourd'hui équivalent à 30 000 roupies en salaire de base. Donc, on est sur moins de 1 000 €. 600 €. Le montant auparavant, il n'y a pas longtemps, a été changé et au mois de juillet, il était encore à 60 000 roupies. Il a été diminué par 2. Donc, c'est pourquoi? Parce qu'en fait, la raison est évidente, c'est vraiment que Maurice continue à vouloir, je dirais, faire venir la population étrangère qualifiée, je dirais, pour pouvoir travailler ici, participer au développement économique. Et donc, vraiment, là, il y a un abaissement de cette exigence de rémunération qui permet à faire venir du personnel qualifié qui va, je dirais, aider au développement de la société et qui peut être basé sur Maurice et qui de Maurice peut bien entendu ensuite rayonner peut-être plus facilement sur les pays africains sur lesquels il pourrait y avoir d'autres opérations. Et les démarches sont également facilitées, bien entendu, pour la famille, puisque toute personne qui sera titulaire de son occupation permit peut demander également le permis de résidence pour le conjoint, les enfants mineurs et majeurs, même ceux qui sont encore en études, pour que toute la famille puisse s'implanter facilement sur l'île. Même les parents maintenant. Et les parents aussi. Donc, on a des groupements familiaux qui sont facilités et qui font qu'ensuite, on a des familles entières qui viennent s'implanter, acheter la villa, la deuxième villa, l'appartement des enfants, Il y a aussi un permis qui etc. vient avec l'achat de l'immobilier. Voilà. Ouais. Donc voilà, au niveau de travail, je dirais les infrastructures administratives sont là, sont facilement voilà, c'est facile. Il faut juste quand même respecter un certain cadre et à bien avoir tous les bons documents. Et au niveau des charges sociales, hein, puisque c'est quelque chose qui peut peser très lourd dans certains pays, on est à quel niveau là, à Maurice à peu près? Alors, on est au maximum à 10,5% plus, je vais rajouter 10 € à peu près, de charges sociales et patronales sur un salaire. C'est-à-dire que ça prend, voilà. Puisque vous avez 3 types de cotisations, on va dire. Et encore, je dis 10, mais même pas, parce que si on est étranger, on ne paye pas le PRGF. Donc, en fait, c'est moins que ça. Ouais, mais il y a maintenant il y a une réforme il y a quelques années de cela, des charges sociaux. Maintenant, avant, il y avait le Fonds national de pension. Maintenant, ça a été aboli. Il y a ce qu'on appelle le contribution sociale généralisée, un peu similaire comme il y a en France. C'est Oh, ouais, il y a 6%.
Ouais, 6% pour l'employeur, 3% pour les employés. Si c'est plus de 50 000 roupies de revenus, à peu près 900 euros, ben, si c'est moins de 50 000 roupies de revenus, là, c'est 3% pour l'employeur et 1,5% pour l'employé. Ah Si oui, j'ai la salaire de en base. cumul, donc en cumul, c'est 6 plus 3. Enfin oui, en cumul, on arrive aux environs de 10% par employé et par employeur. Bon, ce qui laisse une marge pour ensuite cotiser à titre personnel, effectivement, si on veut, euh, par exemple, cotiser à des fonds de pension ou ce genre de, prendre des assurances complémentaires. Hein, Exactement. voilà. Oui, en revanche, c'est Donc, vrai que pour la population française, c'est intéressant. Enfin, c'est assez habituel d'avoir les entreprises qui vont justement cotiser à la Caisse des Français de l'étranger pour voilà. couvrir tout ce qui est la Voilà. prévoyance, l'aspect médical. Tout à fait. Bon, mais merci beaucoup. On reviendra peut-être tout à l'heure à l'occasion des questions hein, sur ces développements. Et alors maintenant, je voudrais demander à André peut-être de nous faire part un peu de son expérience de conseil euh, par rapport à tout ce qu'on vient de dire. Est-ce que vous pouvez nous faire part un peu de votre expérience en pratique, quels sont les investissements ou les schémas qui sont les plus demandés ou les plus pratiqués? Alors, je vous remercie, Jean-Jacques. Tout d'abord, je voudrais donner une petite clarification par rapport au fait que j'interviens aujourd'hui au sein de ce webinaire sur Maurice, depuis Madagascar. Il faut noter que notre cabinet IREI, qui est basé à Madagascar, fait partie du réseau Tax Africa Network, qui regroupe des cabinets de conseil en fiscalité en Afrique. Et ce réseau a été initié et animé par le groupe Rogers Capital. Et aussi, principalement, j'ai eu à résider et à travailler durant quelques années à Maurice. Pour revenir aux activités des sociétés africaines implantées à Maurice et bien sûr au-delà des sociétés holding ou des sociétés d'investissement qui sont largement utilisées pour recevoir les financements destinés aux flux d'investissement en Afrique, des sociétés africaines ou qui ont leur activité sur le continent sont présentes à Maurice depuis plusieurs années. Alors, les activités des entreprises africaines à Maurice sont relatives au secteur tertiaire, principalement les prestations de services intellectuels, financiers, informatiques, mais on constate aussi que des investissements ont été entrepris dans les activités de négoce, le BTP, et la santé. Comme Vinay l'avait souligné tout à l'heure, donc le développement de ces activités a été et est toujours facilité par un cadre juridique et fiscal unique à Maurice, mais en raison aussi des facteurs suivants. Donc, Maurice dispose d'un réseau bancaire, financier et boursier structuré, développé, très efficace. Par rapport à mon expérience, je peux le confirmer, la population à Maurice demeure jeune, avec un niveau universitaire élevé, et surtout la productivité de travail demeure encore compétitive au regard de beaucoup de pays de l'Afrique subsaharienne, à l'exception bien sûr de l'Afrique du Sud. On observe particulièrement donc un fort intérêt pour la mise en place de centres de services partagés ou de centres d'excellence qui sont facilités, comme je disais, par ce cadre juridique à Maurice. Donc, ces centres de services partagés sont déployés afin de créer des synergies de coûts et de productivité sur des fonctions de support ou back-office administratifs tels que la gestion de la paye, des ressources humaines, la gestion de la comptabilité, de la fiscalité, la fonction trésorerie, la fonction achat et logistique, la fonction marketing ou même la maintenance et le support informatique. Donc, par rapport à ces centres qui ont été créés, je peux citer ici quelques exemples de centres qui ont été créés par des sociétés basées en Afrique ou implantées en Afrique. Le leader mondial de la bière, AB InBev, qui a monté donc à Maurice un centre pour la gestion de ses achats, la tenue de ses comptabilités et la gestion de sa paye. Le groupe BIA qui intervient principalement en Afrique dans les secteurs des machines industrielles, eh ben, il gère depuis Maurice beaucoup de ses fonctions administratives pour ses entités en Afrique,
mais parvient aussi à gérer les équipes de support technique qui sont sédentaires et qui interviennent sur place en permanence sur les sites de clients. Je peux citer également Huawei qui dispose d'un centre financier et également de leur siège pour l'Afrique de l'Est et centrale à Maurice. Le groupe international SOS qui gère depuis Maurice une partie de leur activité en Afrique. Des groupes miniers comme ERG, Eurasian Resources Group ou Glencore. Et enfin, dans les médias, je peux citer le groupe Côte Ouest du groupe Media One qui aussi dispose d'un centre de ressources à Maurice. Donc, ces installations ont été facilitées, je disais, comme par la législation à Maurice. Une nouvelle loi, d'ailleurs, qui a été introduite en début d'année 2023, qui permet à certaines institutions financières qui ont leur activité à l'extérieur de Maurice de pouvoir maintenant, en toute transparence, établir un centre de services partagé à Maurice. Toujours ici, à titre d'exemple, je peux relater une expérience vécue, celle que j'ai vécue au sein d'un grand cabinet d'audit dans lequel j'ai eu à travailler. En effet, on constate que de nombreux cabinets d'audit et de conseil disposent ce qu'on appelle un centre de services partagé, mais plutôt orienté dans la sous-traitance. Et donc, au lieu de sous-traiter les travaux en Inde, en Amérique latine, en Europe de l'Est ou en Asie, ces cabinets ont fait le choix de le faire à Maurice. Et dans le cadre présent de mon expérience, on avait eu à gérer un souci de qualité et de communication, puisque les bureaux en Afrique de ce cabinet avaient du mal à transitionner une partie de leur activité vers les centres basés en Inde et en Asie. Et de ce fait, la direction, donc le management central, avait pris la décision de constituer donc un centre de sous-traitance à Maurice sur la même base de ce qui existait déjà ailleurs, hein, et qui devait permettre de traiter donc une grosse partie des travaux administratifs, mais aussi des travaux de production relatifs à la conformité comptable, fiscale, l'analyse de comptes, également le traitement de solutions informatiques. Donc, par rapport à cette expérience qui a été un succès, puisque on a pu monter en moins de 3 années une équipe de plus de 250 personnes, on a pu gérer des activités au sein de plus de 23 bureaux en Afrique. Donc, et aujourd'hui, cette activité demeure, donc elle a perduré, ce qui démontre bien que la réactivité et la facilité d'adaptation des capacités humaines à Maurice, elle est capable donc dans un certain laps de temps d'apprendre et de s'adapter aux travaux qui ont été donnés par ces bureaux en Afrique. Je précise, c'était pas l'Afrique francophone, c'était plus l'Afrique anglophone. Mais néanmoins, on a eu à travailler avec certains bureaux francophones à qui on a pu délivrer des travaux. Voilà, donc ça, c'est par rapport à l'expérience personnelle que j'ai eue à Maurice, où j'ai eu à vivre et à résider. Je voudrais aussi terminer sur le fait que, au-delà de ces centres de services partagés, de nombreuses sociétés africaines, que ce soit dans le secteur bancaire, je prends l'exemple des banques marocaines et sud-africaines, BCP, Absa, Standard Bank, Investec, se sont bien implantées à Maurice. Elles utilisent la plateforme mauricienne pour rayonner en Afrique. Et aussi une spécificité à Maurice par rapport à l'activité, par exemple, d'avocats. Il existe des avocats qui sont historiquement, par exemple, basés en Afrique, mais qui souhaitent s'installer à Maurice. Ils peuvent le faire, la législation à Maurice le permet, à condition, bien sûr, qu'ils n'interviennent pas sur le marché mauricien, mais si leurs activités sont toujours orientées vers leur pays d'origine, ils peuvent s'installer et délivrer des conseils depuis Maurice. Donc voilà à peu près les éléments que j'ai à partager concernant mon expérience à Maurice et aussi les bienfaits donc des dispositions juridiques à Maurice qui permettent
aux sociétés implantées en Afrique de pouvoir travailler depuis Maurice ou s'installer à Maurice. Merci beaucoup, André. Effectivement, ça illustre l'implantation de ces services de groupe, illustre bien la qualité de la main-d'œuvre mauricienne, hein. Et moi, je peux témoigner que cette qualité, elle est appréciée. Parce que il y a un recrutement, notamment par les centres financiers en Europe, comme le Luxembourg. Il y a une grande recherche par ces centres financiers de la main-d'œuvre mauricienne, ce qui peut expliquer ce que Ryan nous disait tout à l'heure, hein, ce qui peut expliquer les mesures pour essayer de conserver cette main-d'œuvre à Maurice et pas l'exporter vers l'Europe, hein. Donc, je crois qu'il n'y a aucun doute là-dessus, hein, sur la qualité des services qui sont rendus. Maintenant, je pense qu'il faut souligner que les sociétés de services dont vous parlez sont soumises en principe à l'impôt sur les bénéfices au taux de 15%, hein. Oui, tout à fait. Tout à fait. Mais étant donné que leur activité est tournée vers l'export, ils ont une TVA à 0%. Donc déjà, elle est déjà en termes de gestion de trésorerie, l'activité est déjà facilitée par l'absence enfin pas l'absence, mais le taux zéro de TVA. Voilà. Bon, et 15%, dis donc 15%, c'est un taux qui reste raisonnable. Et puis surtout, c'est un taux qui permet d'échapper à des mesures qui sont de plus en plus nombreuses maintenant, y compris dans les pays africains, concernant les paradis fiscaux, hein. Parce Ah, on alors, dit qu'un paradis fiscal, il y a un critère, par exemple, il y a un critère qui est repris souvent, c'est la moitié du taux local. Donc, ça veut dire qu'un pays qui impose les bénéfices à 30% considère qu'un taux de 15% est raisonnable et ne va pas considérer que les services rendus à Maurice sont rendus dans un paradis fiscal, hein. C'est ça est également important. alors, effectivement, cette préoccupation, elle est valide, elle est actuelle, on est dans les problématiques de ce qu'on appelle des prix de transfert. Donc, effectivement, ces groupes ou ces sociétés doivent, avant de s'installer ici à Maurice, s'assurer, comme disait Ryan, de la substance, donc de la réalité des activités et de la présence sur Maurice déjà, mais aussi de s'assurer par rapport à le secteur, à leurs concurrents, en termes de comparabilité, que les tarifs ou les marges qu'ils appliquent soient pas trop déviants. Sinon, effectivement, les pays occidentaux à un taux d'imposition plus élevé vont être plus regardants sur l'activité qui se passe à Maurice et vont peut-être considérer qu'il y aura une source d'évasion fiscale à ce niveau-là. Mais dans tous les cas, à partir du moment où vous avez une activité qui est réelle sur place et qui n'est pas trop différente en termes de coûts et de marge de ceux qui sont appliqués, ce risque-là peut être vraiment bien géré. Bien, merci beaucoup. Merci beaucoup, André. Maintenant, on va changer un peu de secteur. Je voudrais passer donc la parole à Christophe pour qu'il nous parle un petit peu du marché immobilier mauricien, hein, à quelles conditions est-ce qu'on peut investir, quelles sont les opportunités, est-ce qu'il y a des barrières, est-ce qu'il y a des conditions. Si vous pouvez nous faire un petit tableau de ce régime des investissements immobiliers, Christophe. Oui, merci Jean-Jacques. Donc la question maintenant, c'est où est-ce qu'on va loger tout ce beau monde? Alors à Maurice, le marché immobilier est un peu spécifique. Il est séparé en deux. Donc il y a un marché qui est réservé pour les Mauriciens, pour permettre aux Mauriciens pour permettre aux Mauriciens d'accéder à la propriété privée. Et d'un point de vue personnel, je trouve ça très bien. Et un marché qui est un marché international, donc où les Mauriciens et les étrangers peuvent venir investir et acheter des biens immobiliers. Il faut savoir que ce marché-là est assez récent puisqu'il date du début des années 2000. On va faire un peu d'histoire, comme ça on va un peu comprendre d'où vient tout ça. Ce qui s'est passé, c'est que à la chute du prix de la canne à sucre, il a fallu que on trouve une régénération de notre activité économique à Maurice. Donc du coup, avec le gouvernement, on a mis en place un premier schéma d'investissement immobilier qui s'appelle l'Integrated Resort Scheme. Donc, vous allez en entendre parler quand vous allez venir à Maurice. On appelle ça IRS. Donc, a été mis en place au début des années 2000.
dans le but de permettre donc aux étrangers de faire de l'acquisition immobilière. La condition principale de ce régime, c'est qu'il devait avoir une surface minimale qui était l'équivalent de 10 arpents. Donc en mètres carrés, pour les gens qui nous regardent, on parle à peu près de 40 000 mètres carrés. Et ça devait être en lien avec l'industrie touristique. Donc généralement, dans les régimes IRS, on trouve un golf, on trouve des hôtels, un beach club, etc. Donc c'était, dans les débuts des années 2000, le principal schéma d'investissement qui existait. Il en existe toujours. Héritage Villa Valriche, par exemple, est un schéma d'investissement IRS. Vous en avez d'autres comme Tamarina, Montchoisy, Ajurie, Ambalaba, Anaïta, tous situés dans différents endroits de l'île. Donc ce schéma est plutôt un schéma d'investissement luxueux puisqu'il est basé sur la qualité de vie, avec des golfs, des hôtels avec accès à la plage, etc. Souvent composés de villas de luxe et d'appartements. Donc, c'est un schéma d'investissement qui a existé. Ce qui s'est passé quand le boom immobilier, du coup, a pris le relais, c'est que il y avait beaucoup de gens qui étaient propriétaires terriens, mais qui n'avaient pas l'équivalent en capital pour investir dans un hôtel, un golf, etc., ou le fameux minimum de 10 arpents. Donc, ce que le gouvernement, à juste titre, a décidé, c'est de permettre à tout le monde de profiter de l'essor immobilier pour générer de l'activité économique. Il ne faut pas oublier aussi l'industrie de la construction qui vient du coup avec la partie immobilière. Et du coup, le gouvernement a créé d'autres schémas d'investissement. Donc, on parle de RES, qui signifie Real Estate Scheme. On parle maintenant de PDS, donc Property Development Scheme. Voilà, donc ces schémas d'investissement ont la seule contrainte d'avoir un arpent de terre, donc 4228 mètres carrés, 6 villas ou 6 biens immobiliers au minimum. Donc, quand vous allez venir à Maurice, vous allez voir différents schémas d'investissement. On a parlé de IRS, RES, PDS. Il y a aussi des schémas d'investissement liés à l'hôtellerie qui s'appelle IHF. Donc là, vous achetez une chambre d'hôtel. Vous avez des schémas d'investissement sur la plage, notamment à travers des immeubles qu'on appelle Grand Plus 2. Et dernièrement, il y a le schéma de Smart City. Donc, ce sont des petites villes qui sont en train de se développer, très modernes, avec un centre économique, un centre commercial, etc. Je pense notamment à la Smart City de Moka, Smart City de Beauplan, à la Smart City encore de Montchoisy. Donc, ce sont des villes connectées, modernes, que le gouvernement met en avant. Donc, vous avez différents types de biens immobiliers qui correspondent à différentes qualités de vie. Et puis, donc, vous allez pouvoir choisir l'investissement immobilier qui vous correspond, que ce soit des villas, des penthouses, des appartements, des biens commerciaux aussi pour loger vos entreprises. Donc, voilà à quoi se résume principalement le schéma immobilier à Maurice. Trois dernières choses intéressantes concernant l'immobilier à Maurice. L'investissement immobilier à Maurice n'est pas soumis assujetti à l'IFI pour les Français. Donc ça, c'est intéressant. Ça résulte de la convention fiscale qui a été signée dans les années 80, si je m'abuse, entre Maurice et la France. Donc ça, il y a plein de spécialistes autour de la table qui pourront en parler mieux que moi. Première chose. Deuxième chose, comme on l'a précisé, on a un mix de droit français et de droit anglais. Alors, d'où ça vient? C'est qu'en fait, quand les Français ont quitté l'île sous l'époque napoléonienne, ils ont en gros négocié avec les Anglais pour partir de manière un peu sereine. Et donc, ils ont dit, nous, on part à trois conditions. C'est que le français reste, que le code civil reste, parce qu'il y a des gens qui travaillent, que la religion catholique reste. Donc, c'est pour ça qu'on parle français. C'est pour ça que donc, votre investissement immobilier est sûr, parce que vous allez retrouver les mêmes systèmes de vente en état futur d'achèvement, de garantie financière d'achèvement, etc. Donc, en termes d'investissement, la loi vous protège et qu'on conduit à gauche, parce qu'après, mes amis en V sont arrivés. Donc, ça, c'était pour la petite anecdote. Et le troisième point, c'est que donc Maurice reste une valeur d'investissement en termes d'immobilier refuge. On est une île, donc par définition, on n'est pas extensible en termes d'offres. Et donc, du coup, on a des prix d'immobilier qui grimpent assez rapidement du fait du jeu de l'offre et de la demande. On a une demande qui s'accroît. On est passé par an, quasiment pré-Covid, à environ 400 transactions étrangères par an. Aujourd'hui, on touche quasiment 800. Je crois que l'objectif de l'EDB pour 2030, c'est plus de 1500.
Donc, on est sur ce chemin-là. Le gouvernement a fait énormément d'efforts en termes de taxes pour attirer et pour faciliter l'acquisition immobilière. Vous n'avez pas de taxe d'habitation, il n'y a pas de taxe foncière, il n'y a pas de taxe sur le gain en capital. Donc, fiscalement, c'est assez attrayant au-delà de la qualité de vie, du soleil, de la gentillesse naturelle des Mauriciens et de la mer, d'acquérir un bien immobilier à Maurice. Merci beaucoup. Bon, ce que je retiens quand même, c'est que ça reste, ça reste assez compliqué de sortir dans ces différents régimes et qu'il faut faire appel à un conseil. Je crois que vous n'allez pas me contredire sur ce point. Bon, ce que je note aussi, moi, c'est que j'ai vu une grande évolution sur l'accès aux biens immobiliers. Vous avez parlé, par exemple, de Moka, qui est effectivement un très bel exemple de cité connectée avec une architecture qui respecte l'environnement et où maintenant les entreprises peuvent acheter des bureaux et on peut aussi acheter des logements. Et c'est plus du tout le système des villas à 10 000 à 1 million de dollars autour du Golfe. On peut maintenant acheter des logements à des prix raisonnables pour loger du personnel. Est-ce que vous pouvez, on parle de fiscalité, bon, il n'y a pas de fiscalité foncière en soi, mais et il n'y a pas de fiscalité sur les plus-values immobilières, d'après ce que je comprends. Et quelle est la fiscalité des revenus immobiliers, des revenus locatifs? Alors ça, je passerai la main à Catherine ou à Ryan pour répondre sur la fiscalité des revenus locatifs. Pour revenir aux deux affirmations que vous avez données, bien sûr qu'il faut chercher conseil quand vous investissez à Maurice. Vous avez des conseils fiscaux, vous avez des agences immobilières de renommée mondiale sur l'île pour vous guider à travers votre investissement. Je ne crois pas que le schéma d'investissement est très intéressant, c'est juste que ça va être un prérequis, vous en allez entendre parler quand vous allez arriver sur l'île, donc c'est ça qui va aussi faire en sorte que vous allez choisir tel type de bien. Le principal élément que j'aurais choisi en premier, c'est où vous voulez habiter. Vous avez 4 régions bien distinctes qui sont le nord, l'ouest, le sud et l'est. Bon, j'invente pas grand-chose, mais c'est des régions avec des spécificités. Le nord va être plutôt très urbain, très dynamique. L'ouest commence à se développer aussi dans ce sens-là, avec des accès faciles vers la capitale, donc Port-Louis. Et le sud et l'est vont être des régions plus authentiques, plus sauvages, avec plus d'espace. Donc, regardez quel type de vie vous avez envie et ensuite appuyez-vous sur un guide au moment de l'acquisition d'un bien. Voilà. L'acquisition d'un bien reste quand même assez diversifié à Maurice. Vous avez des appartements qui commencent à 365 000 dollars et ça va de millions de villas jusqu'à plusieurs millions de dollars. Quelque chose d'intéressant et que j'ai oublié de préciser, pardon, avant de revenir au revenu locatif, c'est que chaque investissement en fait vous donne le droit à un permis de résidence. Donc le permis de résidence vous permet de travailler. Donc chaque tranche d'investissement de 375 000 dollars vous donne droit à une résidence permanente. Donc par exemple, si vous achetez une villa à plusieurs millions de dollars, vous pouvez acheter aujourd'hui en indivision, ce qui n'était pas le cas avant, et ça rend l'investissement immobilier d'autant plus intéressant à Maurice. Et puis je laisse la parole à mon collègue pour répondre sur la fiscalité, qui était la question d'origine. Merci. Merci. Les revenus locatifs, normalement à Maurice, on n'a pas une imposition spécifique pour chaque type de revenu. Alors, les revenus locatifs, comme tout autre revenu, est imposé à 15%. Bien sûr, tous les charges sont déductibles, qui sont directement liées à la production, qui aident à la génération de ces loyers. Mais juste une petite précision. Effectivement, il n'y a pas de plus-value à Maurice, il n'y a pas de plus-value. Mais par contre, sur les transferts de propriété immobilière, il y a quand même une droit de mutation et droit d'enregistrement de 5%, qui n'est pas beaucoup. Mais il y a un droit de mutation et un droit d'enregistrement.
Mais pas quand il y a des transferts entre groupes, quand c'est entre parties indépendantes, qui ne forment pas partie du même groupe. Et les revenus locatifs sont taxés à 15%. Sur le revenu net locatif, c'est pas sur le revenu brut qu'on perçoit. C'est important de préciser sur la taxe qu'il y a 7% qui est à la charge de l'acheteur et 5% qui est à la charge du vendeur. C'est pas vous, en tant qu'acheteur ou en tant que vendeur, qui allez payer les fameux 10%, c'est 5% 5%. chacun. 5% celui qui achète, 5% celui qui vend. voilà. D'accord. Et alors, dans le cadre de l'application des conventions, en fait, le revenu locatif, par exemple, d'un résident français, il ne sera imposable qu'à Maurice, hein, et de même que la plus-value éventuelle ne serait imposée qu'à Maurice et pas en France. Donc, le résident français qui a un bien à Maurice, sur le plan des revenus et de l'impôt sur la plus-value, n'est pas imposable en France. En revanche, il y a une controverse sur l'application de l'impôt sur la fortune, hein. Enfin, l'impôt sur la fortune immobilière, au-delà de 1,3 million. Là, il faut y penser aussi. Bien, Oui, enfin, oui, si je peux peut-être compléter un peu l'information. oui, Alors, revenu locatif, on parlait de 15%. En fait, c'est vrai que l'imposition avec le nouveau barème, aujourd'hui, on serait sur une tranche marginale de 20% en termes d'imposition sur le revenu locatif net après déduction des charges, éventuellement, si je suis en fiscalité personnelle. Si je suis en fiscalité, parce que j'ai créé une société qui, elle, une compagnie de droit mauricien qui est venue acheter le bien et qui le met en location, le revenu, l'impôt sur les sociétés, qui lui est de 15% plus les 2% de prélèvement social, on sera à la marge à 17% d'imposition au global. Maintenant, c'est vrai qu'avec les charges, les frais de syndic, de copropriété, je pense qu'on a déjà, tant qu'on couvre les charges et les frais, on est déjà très content en général sur ces gros programmes immobiliers. Sur l'IFI, je pense que par rapport à l'IFI, en fait, il me semble que la position là est assez claire dans le sens où si je suis un acquéreur personne physique, je bénéficie effectivement de la convention qui spécifie bien qu'il n'y a pas d'impôt sur la fortune, normalement pour les détenteurs résidents français qui ont des biens à Maurice. La question est peut-être un petit peu moins définitive sur si j'achète en société ou en compagnie ou à travers une structure. Là, je ne vais pas me prononcer, je laisse les fiscalistes français se prononcer dessus. Et effectivement, sinon, il n'y a pas d'imposition sur les plus-values à Maurice. Et dès lors que le bien, et là, on suit les règles standards, hein, bien entendu, des conventions, de la convention fiscale, qui vient bien dire que le revenu locatif mauricien est uniquement imposable à Maurice et la plus-value mauricienne, si elle avait été imposée, n'aurait été imposée qu'à Maurice et n'est pas déclarable ou assujettie à l'impôt en France. bien. Merci beaucoup. J'ai reçu quelques questions que je vais vous soumettre. Alors, j'ai des questions qui reviennent un peu sur les conventions fiscales en cours de ratification ou de négociation. Par exemple, est-ce que la convention avec l'Angola, qui était en cours de ratification, est-ce qu'on a une information? Il y a l'Angola, il y a le Maroc, hein, qui était en cours de ratification. Je ne sais pas si on a une information sur l'avancement du processus de convention fiscale. Non, je vais devoir retourner vers vous avec, après vérification. Euh, je n'ai pas fait un suivi personnellement. La dernière nouvelle que j'ai eue, c'est de la Côte d'Ivoire. Donc, D'accord. forcément, un suivi sur l'Angola et les autres pays. Je vous enverrai, Jean-Jacques, un dernier update où on en sont avec tous les pays africains concernant les accords bilatéraux. Comme ça, vous pourriez partager à l'audience. Ah. Oui, oui, voilà, c'est ce qu'on va faire. On va donner la liste des conventions et ce qu'on sait sur les ratifications en cours. Il y a une question qui revient un petit peu sur le fait d'avoir deux administrateurs résidents à Maurice. Alors, la question concerne les critères de résidence et puis aussi s'il faut un directeur général. Je pense qu'il ne faut pas un directeur général, hein, c'est uniquement deux administrateurs résidents. Mais la question qui se pose, c'est qu'est-ce que c'est qu'un administrateur résident? Quel est le critère?
En fait, le critère, c'est surtout quand on dit résident, on ne parle pas de résident comme Christophe a parlé de acheter un bien immobilier et obtenir la résidence mauricienne. Ça, c'est la résidence pour le côté immigration, pour être en règle avec l'immigration, pour pouvoir habiter à Maurice. Quand on parle de deux administrateurs résidents à Maurice, on parle de résident fiscal. Ça veut dire que en principe, ils doivent passer au moins 183 jours à Maurice ou ils ont leur domicile permanent à Maurice. Ouais. Voilà. Dans le cas de la France, on n'a pas les critères conventionnels, en fait, pour définir la résidence fiscale de la personne. Et donc, si le critère conventionnel conduit à sa résidence à Maurice, il pourra être administrateur résident. Exactement. Voilà. Je dois souligner aussi que dans beaucoup de cas, pour les conseils d'administration, il y a non seulement les deux administrateurs résidents à Maurice, mais les directeurs étrangers, les administrateurs étrangers, ils viennent souvent à Maurice pour participer au conseil d'administration physiquement, pour montrer que les décisions se prennent à Maurice. Alors, il y a des questions qui sont liées effectivement aux réglementations de plus en plus strictes et nombreuses sur l'évasion fiscale. Alors, notamment une question justement sur la qualité de résidence cette fois des sociétés. Mais je pense que c'était l'objet de la réforme dont nous avions parlé en 2018 et 2019. C'est justement que alors d'une part, on a parlé du taux de 15%, donc qui est un taux d'impôt sur les sociétés classiques, et sur le nouveau régime maintenant d'imposition, et qui permet de dire qu'il y a un régime de droit, finalement, que tout le monde est soumis au régime de droit commun. Je ne sais pas si vous pouvez me compléter pour dire qu'au regard justement des critères de résidence des sociétés, en application des conventions fiscales notamment, on peut dire que selon la nouvelle loi fiscale, toute société peut être considérée comme résidente. Ouais, en fait, une société n'est pas incorporée à Maurice n'est pas automatiquement résident fiscal à Maurice. Il faut qu'il montre que ce qu'on appelle le Central Management and Control soit à Maurice. C'est que deux directeurs mauriciens, il y a les conseils d'administration qui tiennent à Maurice, présidés par un des deux directeurs mauriciens, et les comptes sont audités à Maurice, les comptes sont gardés à Maurice. Tout ça permet de s'assurer que la résidence fiscale est à Maurice, et ainsi, toute société qui est résident fiscal à Maurice, il est imposable sur ses revenus mondiaux. Et quand la société est résident fiscal à Maurice, il peut aussi bénéficier de la convention fiscale. Oui, après, la question, effectivement, c'est de savoir est-ce qu'on peut bénéficier de la convention fiscale dans la mesure où on est considéré comme imposable. Je crois que c'est ça parce qu'il y a des critères administratifs français qui sont de plus en plus stricts et qui considèrent que si vous avez une exonération, par exemple, une exonération totale ou partielle temporaire, on peut éventuellement considérer que vous n'êtes pas soumis à l'impôt et donc que vous ne pouvez pas bénéficier de la convention. Il y a ce genre d'appréciation à laquelle il faut être attentif. Du point de vue Maurice, du moment qu'on remplit les critères, on peut bénéficier du tax resident certificate et on peut bénéficier de la convention fiscale. Bien sûr, c'est sujet à la partie adverse, à l'administration fiscale de l'autre pays, s'il est d'accord ou pas. Ben, il y a très rarement qu'il y a eu des challenges du tax resident certificate. D'ailleurs, il y a le fameux jugement en Inde qui a dit que du moment qu'une société mauricienne possède un tax resident certificate, il est considéré comme résident fiscal à Maurice, il peut bénéficier du traité, peu importe s'il paye l'impôt ou pas. Ils font la différence entre subject to tax et liable to tax.
Et du moment, même si on ne paie pas l'impôt parce qu'on bénéficie d'une exonération, on est considéré comme résident fiscal et on bénéficie de la convention. À moins que on est soumis à l'impôt seulement parce qu'on perçoit des revenus à Maurice. Par exemple, s'il y a une société étrangère qui a une branche à Maurice, qui a un établissement stable à Maurice et paye de l'impôt dessus, là, il paye de l'impôt non pas parce qu'il est résident à Maurice, mais parce que l'activité économique à Maurice, là, il ne peut pas bénéficier, bien sûr, de la convention. Oui. Bon, encore une fois, hein, il faut effectivement être attentif à l'application de ces règles de non-double imposition et de lutte contre l'évasion fiscale. Il y a aussi d'autres questions assez détaillées et techniques, justement, sur l'application des mesures françaises de lutte contre l'évasion fiscale, qui considèrent que si vous avez si le siège de direction effective est en France, il y a une possibilité de taxer la société en France, hein, mais bon, d'une part, lorsqu'il existe une convention fiscale, ces dispositions sont interprétées de façon plus libérale, et d'autre part, comme vous l'avez dit tout de suite, et comme on l'a vu, il faut effectivement qu'il y ait un minimum de substance et de gouvernance et de prise de décision à Maurice. Et ça, c'est valable tant en droit mauricien que par rapport au pays du siège de l'actionnaire. Exact, ouais. Bien, écoutez, je crois qu'on arrive un petit peu à la fin de cette session. Hein. Je vous remercie beaucoup, vraiment, d'avoir bien voulu participer, hein, à partir de Port-Louis, à partir de Madagascar. Hein. Bon, je note que à Port-Louis, il fait 29 degrés. Bon, mais on a ici. J'espère que vous supportez la chaleur. Ici, il fait 5, tout va bien. C'est le temps de venir acheter une villa, Jean-Jacques. Oui, mais et vu que je me suis renseigné, hein, j'ai commencé à m'enseigner. Voilà. Alors, merci à tous. Et donc, on va donc vous envoyer aux participants des résumés ou des documents, comme on a commencé à le dire, concernant l'intervention de chacun, hein, pour que, comme d'habitude, on envoie aux participants des résumés des interventions ou de la documentation pertinente. Et cette documentation est sur le site, hein, est disponible sur le site du CIAN pour ceux qui y ont accès. Et merci à tous. Merci à nos beaucoup. amis de Bonjour. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir.